Chères auditrices et auditeurs, Transfert fait une pause avant de revenir le 4 juillet 2024. En attendant, nous vous proposons d'écouter cet épisode qui vous a fait tant réagir lors de sa première diffusion. Bonne écoute. Il suffit d'un coup de fil, d'une conversation inattendue, pour qu'un jour ce qui n'était qu'un très mauvais souvenir prenne une toute autre tournure. Sans l'appel d'une brigadière de police, Sophia aurait gardé en mémoire un sentiment faussé de la journée la plus humiliante de sa vie et se serait crue éternellement coupable de ce qui lui était arrivé. Mais ce qu'elle va apprendre de Christian va changer radicalement son point de vue. Vous écoutez le 112e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire est racontée au micro d'Alexandre Kaufmann. Alors en juin 2019, je reçois un courrier de la police judiciaire de Paris. Et déjà quand j'ai l'enveloppe entre les mains, je me demande tout de suite de quoi il peut s'agir. Et j'ai pas du tout idée de ce qu'il va y avoir dans ce courrier. Et donc c'est quelques mots finalement, il y a quelques lignes assez brèves qui me disent que je dois reprendre attache avec une brigadière dont j'ai les coordonnées téléphoniques, au sujet d'une affaire qui me concerne. Et entre parenthèses, il y a un prénom et un nom, donc Christian N, le nom d'une personne avec laquelle j'ai passé un entretien d'embauche quelques années plus tôt. Je rappelle cette brigadière assez rapidement, assez interloquée évidemment. Et puis elle me demande si d'emblée si je me souviens des conditions et du contexte dans lequel j'ai rencontré ce monsieur Christian N. Et je lui dis d'emblée que, en effet, s'il y a bien une personne dont je me souviens, c'est ce monsieur et cet entretien d'embauche que je ne suis pas du tout prête d'oublier. En février 2016, j'ai donc 29 ans. J'ai quitté mon emploi quelques mois plus tôt. Je dirigeais un festival culturel dans l'est de la France. Et c'est moi qui ai pris la décision de partir. Après 6 ans, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé exercer. J'ai appris énormément. Mais organiser un festival, il y a un rapport au temps qui est très particulier. On travaille pendant 1 an pour une manifestation qui dure 3 jours. Et ce rapport au temps ne me convenait plus. J'avais aussi pas mal de frustration et puis tous les artistes que j'invitais, finalement, j'avais très peu l'occasion d'échanger avec eux. Je ne faisais que les croiser. Donc, je prends le parti de quitter mon emploi. Je suis donc au chômage. Et à cette même période, en fait, au moment où je prends la décision de quitter mon emploi, je ne le sais pas encore, mais je suis enceinte de mon 2e enfant, de ma fille. Donc, je me dis que finalement, cette décision, elle est vraiment... Oui, elle est cohérente aussi parce que je vais pouvoir passer du temps avec mon bébé. Mais je sais aussi que j'aime le terrain et que je ne resterai pas non plus des années sans travailler et que je me mettrai quand même en quête d'un emploi assez rapidement après la naissance de ma fille. Il se trouve que dans mon précédent job, en fait, il y a plusieurs personnes avec lesquelles je reste en contact et l'une d'entre elles a à cœur de m'aider en fait dans mes démarches et de commencer à déjà lancer la dynamique pour que je puisse retrouver un emploi quand je le souhaiterai après la naissance de ma fille. Et elle me recommande donc d'envoyer un courrier, une candidature libre en fait, parce qu'il y a possiblement, rien n'est fait encore vraiment à ce moment-là, mais c'est un petit peu dans les cartons, c'est en réflexion, il y a possiblement des postes dans le domaine culturel qui vont être créés dans l'Est de la France, donc dans une institution qui dépend de l'État. Je ne suis pas fonctionnaire, mais je peux postuler en tant que contractuelle. Donc, on me recommande d'écrire ce courrier à l'adresse de Christian N, qui travaille au ministère de la Culture et que l'on me présente comme responsable des ressources humaines du ministère de la Culture. Je prépare ce courrier et puis quelques semaines plus tard, alors je ne sais plus exactement comment ça se fait, si c'est
lui qui m'écrit, qui m'envoie un mail ou qui m'appelle. Je crois qu'il m'appelle directement en me disant qu'il vient régulièrement à Strasbourg et que c'est sans doute là l'occasion de nous rencontrer pour un premier entretien au sujet de ces postes qui vont être créés. Il me demande de lui envoyer un email avec quelques propositions de dates pour convenir de cet entretien. Il me répond par mail en me disant c'est très bien, arrêtons donc cette date et nous pourrons discuter de ces emplois autour d'un café. Alors je me renseigne un petit peu sur ce monsieur quand même avant d'aller passer l'entretien parce que faut dire que je suis assez impressionnée à l'idée de passer un entretien avec le responsable des ressources humaines du ministère de la Culture. Il y a un enjeu pour moi qui est important. Et puis, on a envie évidemment de faire bonne impression et de préparer au mieux un entretien comme celui-là. Donc, je me renseigne un peu à son sujet et je vois qu'il est énarque, qu'il a siégé au Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, je m'organise. Je ne vis pas à Strasbourg, donc j'ai quand même 2 heures de route pour aller à cet entretien qui est programmé assez tôt le matin. Et je m'en souviens aussi très bien de ce jour-là parce que c'est une des premières fois où je fais garder mon bébé qui a quelques mois. Ça se compte même encore en semaines, je crois, à ce moment-là. On compte pas encore vraiment en mois. Et voilà, donc c'est quand même une organisation. Je fais garder ma fille et puis je me rends en voiture à Strasbourg. Je suis hébergée par un ami. Je décide d'arriver la veille au soir. Et voilà, je suis stressée, disons les choses comme elles sont quand même. Donc je me couche pas trop tard. Mon ami me propose de sortir, mais je refuse. Je veux vraiment être au meilleur de ma forme pour l'entretien du lendemain matin. Le matin, je me prépare pour cet entretien. Je suis donc avec mon ami qui me propose d'aller prendre un petit déjeuner en ville avant de partir. Et je suis terriblement stressée. Quand je suis stressée, je suis incapable de manger quoi que ce soit. Donc, je décline sa proposition. Et puis, je prends juste un thé avant de partir. Et j'arrive donc dans cette institution culturelle et je laisse ma carte d'identité à l'entrée et puis Christian N arrive et m'accueille dans son bureau. Il m'accueille dans son bureau et il me propose un café et puis il a mon CV sous les yeux et on commence à parler de ces futurs emplois qui possiblement vont être créés. Rien ne m'est vraiment promis à ce moment-là, mais bon, je sens quand même que il a lu mon CV avec attention. Il me pose des questions extrêmement précises sur mon parcours et l'entretien se déroule relativement bien, mais c'est vrai que je me sens quand même en état de stress. J'ai l'impression d'y arriver, mais je suis quand même. Il y a cette position, je sais pas. Je pense vraiment le fait que il y ait ce côté ministère de la Culture qui m'impressionne toujours autant. L'entretien continue, il me pose vraiment pas mal de questions. Je vois aussi qu'il consulte un petit peu son téléphone pendant l'entretien, mais ça, j'y prête pas vraiment attention sur le coup. Et puis, au bout d'un moment, il s'arrête, il me regarde et il me dit « Je vous sens angoissée, mettez votre veste, nous allons sortir ». Je le regarde un petit peu interloqué, je ne vois pas trop où il veut en venir, je pense qu'il le ressent. Puis il me dit non, mais ça n'est absolument pas pour vous mettre en difficulté, c'est vraiment les mots qu'il emploie. En me regardant droit dans les yeux, ça n'est absolument pas pour vous mettre en difficulté. Vous allez voir, en sortant, en marchant à l'extérieur, votre pensée va se libérer, vous allez être plus détendu, on va continuer cet entretien en marchant. Ça sera plus sympathique, plus agréable, et puis vous serez plus à l'aise. J'ai pas vraiment le temps de réfléchir finalement, je trouve ça un peu curieux, mais pas plus que ça. Et puis c'est vrai que à l'heure actuelle, on entend tellement de choses dans le domaine du management. Moi je sais que des collègues qui vont faire, je sais pas, des séances de laser game avant de commencer leur job pour renforcer l'esprit d'équipe ou ce genre de choses, que je me suis dit ma foi c'est très curieux, mais pourquoi pas. Après tout, voilà. J'ai quand même eu un stress supplémentaire avant de sortir parce que sur le coup, j'ai pensé qu'il voudrait me poser des questions sur le patrimoine de la ville. Et c'est vraiment pas du tout mon domaine d'expertise. Et je me suis dit, si c'est ça, c'est mort, c'est foutu. Je n'aurai jamais ce job.
Nous sortons, nous sommes dans la ville de Strasbourg, que je connais un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, je suis tellement accaparée par l'entretien que, à vrai dire, je ne fais pas très attention au chemin qu'on emprunte. On emprunte, me semble-t-il, oui, c'est ça, on descend sur les quais au bord de l'eau et on continue l'entretien chemin faisant. Donc il continue à me poser des questions en me demandant de me projeter en fait. Voilà, si j'ai ce poste, qu'est-ce que je ferais en premier lieu ? Il me pose beaucoup de questions très précises en me demandant de m'imaginer comment je serais dans mes futures fonctions, qui j'irais voir. Et ça me demande en fait énormément de concentration. Je me rends compte que cet entretien en fait est assez fatigant. Ça fait déjà un petit moment, mine de rien, que je suis arrivée dans les locaux puis qu'on est sorti marcher. Et puis, au bout d'un moment de marche, là, je commence à ressentir une petite gêne. Je commence tout simplement à avoir envie de faire pipi. Donc, je me dis, mais comment interrompre un entretien d'embauche parce qu'on a une envie pressante. Je me dis, bon, en même temps, ça va pas durer encore très très longtemps. On va bien revenir dans les locaux. Tout va bien. J'y prête pas plus attention que ça, sur le moment. Et puis l'entretien continue et en fait, on marche et l'envie se fait de plus en plus pressante. Et là, je vois pas vraiment d'autre option que d'interrompre l'entretien en disant, écoutez, je vous prie de m'excuser, voilà, mais il faudrait vraiment que je puisse faire une pause technique, qu'on puisse trouver un lieu d'aisance sur le trajet, parce que voilà. Et moi, je suis un petit peu gênée, évidemment. Et puis, en fait, sur le coup, il s'arrête en me disant « Oui, en effet, je comprends bien. Écoutez, continuons. On va revenir vers le centre-ville. Et puis, on va bien trouver un endroit. Voilà, il y a pas de problème. » Donc, je le sens tout de suite concerné, prêt à m'aider. Et en fait, on continue à marcher et il continue à me poser des questions, toujours, sur l'emploi que je vais occuper. Et l'envie se fait de plus en plus pressante et surtout, je réalise qu'on s'est fortement éloigné du centre-ville, ce que j'avais pas du tout noté. Parce que concentrée pour répondre à ces questions, et puis toujours avec cette pression pour réussir cet entretien, j'ai pas fait du tout attention. Et voilà, donc on continue à marcher. Et l'envie devient de plus en plus pressante et de plus en plus proche de l'insupportable. Je le lui dis à plusieurs reprises. Je dis qu'il serait temps, alors toujours en minimisant un peu, avec la gêne forcément. Enfin, je lui dis, mais voilà, je lui explique qu'il serait quand même temps qu'on trouve vraiment un lieu d'aisance. Et puis, toujours aussi préoccupée, concernée, oui, alors on va aller dans cette rue, vous allez voir, là, il y aura des toilettes. Et puis, je sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais le fait est qu'on est bien passé un moment par le centre-ville, mais que il y a pas de toilettes en fait. Enfin, les cafés ont l'air fermés. Il s'approche de l'office du tourisme, il dit non, c'est fermé. Il y a et puis il me dit qu'il est désolé Il voit bien que là ça prend des proportions qui sont de plus en plus gênantes pour moi. Et il me propose de retourner sur les quais où il me dit qu'il y a là-bas tout au bout des toilettes publiques. Et nous continuons à marcher. Et en fait, là, je commence à avoir mal. C'est-à-dire que l'envie est telle que je suis blanche. J'ai des larmes qui commencent à couler, en fait, de douleur, de me retenir. Et puis, je pense au thé bu le matin. Je me dis, j'aurais dû vraiment aller prendre un petit déj avec mon pote et pas boire juste un thé avant de venir. Et puis, je pense à mon accouchement quelques semaines plus tôt, évidemment. Je me dis, ça doit avoir un lien. Voilà, et il va vraiment falloir que je fasse cette rééducation du périnée dont tout le monde me parle. Et il voit que je suis pas bien. Il s'arrête à un moment donné, il me dit « Oh là là, vous n'allez pas bien du tout, ne vous inquiétez pas, ça va aller, nous allons trouver des toilettes. » Mais il continue quand même, toujours, à me poser des questions sur l'emploi. Même au plus fort de ma gêne. Voilà, alors est-ce que c'est pour me détourner un peu l'attention, je ne sais pas. Sur le coup, je ne sais pas, mais j'entrevois le bout de ce chemin au bord de l'eau où nous sommes retournés, où il me dit qu'il y a des toilettes publiques. Pour moi, c'est le Saint Graal, quoi. Vivement qu'on y arrive, je compte les pas. C'est terrible. Donc je regarde le bout de ce chemin au bord de l'eau. Je pense à ces toilettes j'espère vivement qu'on va y arriver le plus vite possible. Et puis en fait, je n'arrive pas à me retenir.
Et c'est terriblement gênant et j'espère qu'il ne le voit pas. Je porte une robe ce jour-là, j'ai une veste au-dessus, donc je me dis, il y a de la chance pour que ça ne se voit pas, mais enfin là, je suis terriblement gênée, humiliée. On arrive enfin devant ce lieu où doivent se trouver ces fameuses toilettes promises. Et là, il me dit qu'il s'est trompé. Il n'y a pas de toilette, en fait, à cet endroit-là. Il connaît pas bien Strasbourg, il vient régulièrement, mais il connaît pas encore bien la ville. Il était persuadé qu'il y en avait, mais il y en a pas. Il me dit que nous allons retourner vers l'institution pour que je puisse me soulager. Je lui demande combien de temps il y en a encore pour y arriver. Il me dit 10 minutes, un quart d'heure de marche. Et là, vraiment, je m'entends dire cette phrase. Au point où j'en suis, un buisson fera l'affaire. Je me dis, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Enfin, je suis en entretien d'embauche avec le responsable des ressources humaines du ministère de la Culture. Et j'ai dit ça, quoi. Enfin, si je veux ne pas avoir de job ou mettre, enfin, voilà, enfin, je peux pas faire pire. En fait, on est dans un lieu où je peux pas vraiment m'abriter des regards. C'est-à-dire que j'aurais pu peut-être trouver un coin pour me cacher, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit. Et puis, en fait, lui, il me dit, écoutez, je vous cache derrière ma veste. Il n'y a pas d'autre option. Vous voyez bien, etc. Et sur le moment, je suis tellement dans un état, je suis au bord du malaise. J'ai tellement mal, j'ai tellement besoin de me soulager que je suis au bord du malaise. Et donc voilà, il me propose de me cacher derrière sa veste et j'accepte. Il retire sa veste de costard et moi je suis donc contre le mur sous c'est un tout petit pont en fait. Et donc je suis accroupie et il colle sa veste contre moi. Il est assez près de moi et je lui dis en fait je peux pas faire ça. Je le regarde, c'est impossible, je peux pas faire ça. Et donc il me dit mais il y a pas le choix en fait. Enfin, vous êtes trop mal. Allez-y. Enfin voilà quoi. Et en fait de toute façon l'envie est telle que en effet là au point où j'en suis je n'ai pas d'autre option. Ce qui est très étrange c'est qu'il me regarde dans les yeux. Enfin il détourne pas spécialement le regard, il met pas sa veste en étant le plus éloigné de moi. Enfin voilà, mais sur le coup ça je n'y prête pas trop attention parce que c'est tellement, enfin je suis dans un tel état de confusion que je fais pas attention à ça et voilà, et je suis gênée et humiliée en fait. Enfin, je pense que c'est le mot qui convient. Même si sur le moment, c'est pas forcément ce mot-là qui me vient à l'esprit parce que j'ai pas du tout le recul. Enfin, voilà, mais il y a cette sensation de gêne terrible. Alors que j'essaye, évidemment, comme peut faire dans un moment comme ça, je le lui dis, je lui dis, je suis terriblement, terriblement gênée, etc. Et donc, il me touche l'épaule, il me dit qu'il faut pas, que vraiment, il y a pas de souci, puis que l'entretien, quoi qu'il en soit, se déroule bien et que outre ce problème technique, voilà, il y a vraiment aucun problème. Enfin, il est rassurant d'une certaine façon. En tout cas, il se veut rassurant. On reprend donc le chemin vers l'institution et je suis toujours très très confuse. J'ai l'impression de pas être vraiment dans mon état normal, quoi. C'est très particulier comme sensation. Puis bon, j'ai la robe mouillée, j'espère que ça ne se voit pas. Enfin, donc c'est le scénario catastrophe. Et je me dis, il y a qu'à moi qui peut arriver un truc pareil. Je passe un entretien avec le directeur des ressources humaines du ministère de la Culture et il me prend une envie de pisser irrépressible. C'est pas possible, quoi. C'est un film. Ma vie est un sketch. Enfin, vraiment, en fait, c'est un peu cette sensation aussi d'absurdité, quoi, de me dire, c'est pas la vraie vie, en fait. Enfin, ça peut arriver à personne, un truc pareil. En fait, on se quitte. Donc je salue Christian Haine. Je reprends le chemin vers ma voiture pour retourner chez l'ami qui m'héberge. Avant de démarrer, j'appelle mon compagnon. Et en fait, il me demande alors comment s'est passé ton entretien et je fonds en larmes. Ça, ma réaction première, c'est celle-là, je fonds en larmes.
Et il me dit raconte-moi, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé Et je dis tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Et donc péniblement, je lui raconte ce qui s'est passé. Mais je ne lui dis pas que je me suis urinée dessus. Enfin, même à mon compagnon, je n'ose pas dire ça en fait, tellement j'ai honte. Et il éclate de rire en fait. Et puis il me dit, il y a qu'à toi qui peut arriver un truc pareil. Finalement, ça donne un peu raison aux pensées que j'ai à ce moment-là. Je sais pas si ça m'aide à dédramatiser, peut-être pas tout de suite, mais finalement, c'est ce qui assez rapidement se passe. Et puis, il me dit aussi, mais tu sais, cet homme, il va se souvenir de toi, enfin, comme d'aucune autre ou d'aucun autre candidat. Enfin, à l'avenir, même si tu n'as pas ce boulot, tu pourras même peut-être lui demander des services ou ce genre de choses. Ne vois pas ça comme quelque chose d'handicapant. Au contraire, enfin, vraiment, c'est pas grave. Il essaye de dédramatiser aussi un peu ce qui s'est passé. Donc, je reprends ma voiture, j'arrive chez mon ami et je lui fais signe de loin. Je vais tout de suite à la salle de bain, me changer, prendre une douche. Et donc à cet ami qui m'héberge, je ne lui dis pas non plus le pire de ce qui est arrivé ce jour-là. Je lui raconte un peu tellement... je sais pas si du coup je lui raconte... je me souviens plus si je lui raconte presque en riant du coup ce qui s'est passé, mais je pense que le rire est là pour masquer aussi beaucoup la gêne et en effet dédramatiser cet accident. Et puis ensuite, l'après-midi, je reprends ma voiture pour rentrer chez moi et récupérer mon petit bébé. Alors après cet entretien, je reprends le cours de ma vie, je m'occupe de ma fille, je travaille un petit peu en tant qu'indépendante, toujours dans le domaine de la culture. Et puis, je n'ai pas de nouvelles de ce possible poste. Je me renseigne un peu auprès de personnes dans l'institution que je connais et on me dit que ça avance, mais que ça ne va pas aussi vite que que c'est pas encore fait, que ça va prendre encore un peu de temps, que tout ça a été en réflexion. Donc je n'ai pas spécialement de nouvelles. En revanche, Christian N m'écrit le jour de mon anniversaire sur LinkedIn pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et poliment, je réponds. Merci. Mais ça reste très, très laconique. En juillet 2019, à la demande de la police judiciaire, donc après un premier échange téléphonique avec la brigadière, je vais donc à Paris pour rencontrer cette personne au commissariat et comprendre un peu ce qu'on va m'annoncer. Et elle m'a juste dit au téléphone, en fait, quand je l'ai appelée, elle m'a donc demandé si je me souvenais de Christian N, dans quel contexte je l'ai rencontré. Donc je lui raconte que c'est au cours d'un entretien d'embauche dont je me souviendrai toute ma vie, pour les raisons qu'on connaît maintenant. Elle me dit, écoutez, je ne peux rien vous dire au téléphone, il y a le secret de l'instruction, mais il faut absolument qu'on se rencontre, il faut qu'on se rencontre très vite. J'ai des informations importantes à vous communiquer. Donc, je me rends au commissariat pour la rencontrer. Il fait très chaud ce jour-là, c'est un temps caniculaire, étouffant. J'ai là encore fait garder mes enfants pour cet aller-retour à Paris très express, du coup très limité dans le temps, où je vais avoir juste le temps d'aller rencontrer cette brigadière. Et elle me reçoit dans son tout petit bureau. Et il y a un côté où, j'ai envie de dire, le film continue, où je continue à me dire tout ça est proche quand même du cinéma parce que on se croirait un peu dans une série, quoi. On se croirait un peu dans Engrenage. Elle est cette brigadière, elle est tatouée. Elle a vraiment un franc-parler. Je sais pas, le bureau, l'ambiance, tout ça. Ça me rappelle vraiment cet univers-là. Et puis, elle me demande à nouveau de lui relater les faits, donc de lui raconter cet entretien dans le détail. Et donc, je reprends tout depuis le début, cette candidature spontanée, la marche à l'extérieur, et c'est la toute première personne à qui je révèle que ce jour-là, je n'ai pas pu me retenir et que je me suis urinée dessus.
Ensuite, elle prend note de tout ce que je lui dis. Et elle me dit, je vous expliquerai après. Donc, je passe vraiment tout ce temps à raconter, relater les faits, mais sans avoir encore à ce moment-là aucune explication. Et puis, à la fin, une fois que j'ai terminé de raconter, là, elle me dit, écoutez, il faut que je vous explique maintenant. Lorsque vous êtes arrivé le jour de cet entretien, ce monsieur vous a servi une boisson dans laquelle il a glissé un puissant diurétique. Et donc, vous n'êtes responsable de rien. Tout était prémédité et calculé. Et vous avez été intoxiqué et agressé. C'est vraiment le choc, en fait, à ce moment-là. C'est inimaginable. Enfin, ça semble tellement... cette histoire est déjà surréaliste, mais là, on atteint quand même des sommets. En même temps, il y a un soulagement. Enfin, c'est-à-dire que tout ça a une explication. Cet entretien, j'y ai toujours repensé. J'ai continué le cours de ma vie. J'ai continué à travailler. Ça m'a pas empêché. Enfin, voilà. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Je l'ai raconté à quelques amis. Toujours un petit peu sur ce ton ironique, en disant « Oh là là, mais il n'y a qu'à moi qui peut arriver un truc pareil », sans révéler, encore une fois, ce qui m'était exactement et précisément arrivé. Et puis voilà, j'ai cessé d'y penser, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Donc là, j'ai l'explication, et l'explication, elle est détonnante. Enfin, et puis elle me dit que elle a quelque chose à me montrer. Et là, elle sort un classeur, un énorme classeur blanc. Et elle fait défiler des pages et des pages de photos d'entrejambes et de cuisses de femmes et enfin voilà, où on voit les jupes, les jambes croisées. Et il y en a des centaines et des centaines. Et elle fait défiler les pages. Et puis là, elle s'arrête, elle me tend le classeur et elle me dit « Et là, est-ce que vous vous reconnaissez ?» Et je pense que ça a été le plus gros choc, ce moment-là, en fait, de voir que ce monsieur a pris des photos de moi à mon insu. Je portais une robe mi-longue ce jour-là, mais sous la table, quand il touchait son téléphone, c'était en fait pour me prendre en photo. Donc il a pris, je ne sais plus si c'est 12 ou 16 clichés, voilà. Et puis en voyant ce classeur énorme, je comprends que je suis pas la seule. Il n'a pas pris uniquement mes jambes en photo. On est extrêmement nombreuses. Là, elle m'explique que ce monsieur, en fait, a intoxiqué de nombreuses femmes avec du furosémide, ce médicament, qu'il a pris donc évidemment quantité de photos et qu'il tenait aussi, elle me révèle ce jour-là qu'il tenait aussi un tableau qu'il appelait expérience, et dans lequel il consignait l'heure d'administration du médicament, le temps des faits et la façon dont la victime, je peux dire le mot victime maintenant, la victime s'en sortait, quoi, finalement. Alors moi, je n'apparais pas dans ce tableau. Elle me dit que je fais partie, entre guillemets, des chanceuses. Je suis pas dans ce tableau. Apparemment, c'est traumatisant ce qui consignait là-dedans. Mais c'est vrai que elle me demande aussi à ce moment-là, quand elle déroule un peu le fil de ses questions, si j'avais connaissance que Christian N m'avait convoqué pour un entretien en vue de mener une expérience. Voilà. Et donc, je lui explique que bien évidemment, non, je n'étais absolument pas au courant que j'étais un cobaye pour ce monsieur. Donc, elle me demande si je veux porter plainte. Et je n'hésite pas une seule seconde. Pour moi, c'est évident qu'il faut porter plainte. Elle me dit que nous sommes une 50aine de plaignantes à ce moment-là, mais qu'il y a beaucoup plus de victimes. Elle me dit que cette affaire va faire quand même un grand bruit médiatique, puisque ça concerne une institution qui dépend de l'État, etc. Et puis un énarque, une personne qui quand même occupait une fonction importante. Et il y a aussi une question d'abus de pouvoir. C'est-à-dire que quand on se présente à un entretien comme celui-là, c'est mon cas et c'est le cas de celui des autres victimes. On est quand même dans une position déjà un peu particulière. On est en demande d'emploi, on cherche un emploi, on veut montrer le meilleur de soi. Et donc l'interlocuteur qu'on a en face a une responsabilité aussi par rapport à ça. Et donc voilà, donc ce monsieur est poursuivi pour des faits d'intoxication, agression sexuelle, abus de confiance, abus de pouvoir. Donc il a été révoqué de la fonction publique.
Et au moment où je passe cet entretien avec la brigadière, elle me dit que à l'heure où elle m'interroge, en revanche, il travaille dans le privé, quoi. Enfin, il a une activité en parallèle et qu'ils ne l'ont pas encore appréhendé, mais que ça ne saurait tarder. Je repars de chez cette brigadière après avoir donc porté plainte complètement sonnée. C'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Je suis à la fois abasourdie et choquée et sonnée. Ouais, je crois que c'est le mot. J'ai du mal à comprendre et à réaliser ce qui s'est passé et puis me dire qu'en fait je suis tombée quand même entre les mains d'un malade. Faut dire les choses à un moment, donc voilà. Il se trouve aussi que il y a déjà eu en fait un premier article qui était sorti sur cette affaire, mais que j'ignorais complètement. Et je l'ai lu par après. Donc c'est là que j'apprends en fait que ce monsieur travaillait déjà depuis une dizaine d'années et qu'il avait un surnom qui était le photographe et que donc il y avait quand même des soupçons sur sa personne. Alors de là à imaginer que il glissait des diurétiques dans le café des jeunes femmes qui venaient passer des entretiens avec lui. Ça, je pense que c'est tellement inimaginable que, voilà, je peux tout à fait comprendre que ses collègues ou les personnes qui l'entouraient n'aient pas pris la mesure. Mais néanmoins, il y a eu des alertes et ce surnom n'est pas de nulle part. Tout le monde, à minima, savait qu'il prenait ses photos. Je rentre chez moi et je réalise assez rapidement que il n'y a pas vraiment de suivi qui m'est proposé, en fait. J'ai porté plainte, mais je dois aller rencontrer une unité médico-psychologique, ce que je n'ai d'ailleurs pas encore fait, que je dois faire prochainement, pour évaluer le préjudice subi. Mais c'est pas vraiment un suivi, en fait. C'est pour verser au dossier, dans le cas du procès qui aura lieu. Et je me retrouve vraiment seule et puis entre le moment en plus où j'ai passé cet entretien en 2016, le moment où je reçois ce courrier en 2019, bon, le temps a passé, ma vie a pris un tour différent et donc je me suis séparée du père de mes enfants, enfin voilà, donc c'est une période très très compliquée, difficile. Et je ne sais pas quoi faire avec ça, en fait. Enfin, je me retrouve avec cette histoire sur les bras. Oui, je peux en parler à des amis, mais en fait, c'est pas... Je me rends compte qu'il y a quand même un traumatisme quand on réalise qu'on a été abusé comme ça, intoxiqué. En plus, ce que m'a dit aussi la brigadière, c'est que quand je lui ai expliqué que au moment des faits, j'étais jeune maman, elle m'a dit aussitôt, est-ce que vous allaitiez? Ce qui n'était pas le cas. Et en fait, heureusement, parce que ça aurait pu mettre la vie de ma fille en danger. Il y a eu d'autres articles de presse, des enquêtes plus longues, où j'ai découvert aussi vraiment plus tous les ressorts de cette histoire, où en fait nous sommes plus de 200 victimes, ce qui est énorme. Je me dis, bon, il faut que je trouve un avocat pour me représenter. Donc je me mets en quête d'un avocat, mais je suis dans une situation personnelle, financière très compliquée à ce moment-là. C'est-à-dire que mes revenus ne me permettent pas de faire appel à l'aide juridictionnelle, mais pour autant j'ai rencontré des problèmes financiers très passagers, mais qui me permettent pas du tout de payer des frais d'avocat à ce moment-là et de m'engager là-dedans. Donc je sais pas du tout comment faire. Je me dis que je vais aller essayer de trouver une association, en fait, pour déjà être entendue un petit peu, être un peu moins isolée, expliquer mon cas et puis voir juridiquement ce que je peux faire. Et là, je vais en voir plusieurs. J'ai du mal à trouver, en fait, une écoute par rapport à cette histoire. Il y a une association dans laquelle je me rends où, en fait, il n'y a même pas de couloir ou de séparation entre le lieu où on raconte son histoire et le lieu où les autres victimes de violences faites aux femmes attendent. Donc, on entend les parcours et les histoires des autres. Et ça me rebute un petit peu. Je me sens pas du tout de continuer. Et puis voilà, je rencontre une assistante sociale. Je lui fais part des problèmes que je rencontre à ce moment-là. Et puis dans un moment de confiance, je lui raconte cette histoire. Je lui explique que je suis victime de ce monsieur, ce qui m'est arrivé.
Et elle a de l'empathie. Elle a de l'empathie, elle est très à l'écoute. Et elle me dit, écoutez, moi je connais une association qui peut vous aider, qui est professionnelle, qui vraiment vous proposera un vrai accompagnement. Donc je reprends un petit peu espoir et je me rends à cette association et en effet, là je trouve un avocat qui est prêt à me représenter gracieusement. Ça existe encore. Et puis on me propose une aide psychologique aussi. Donc je vois un thérapeute et alors il se trouve que tout ça, avec du recul, m'amène à réfléchir aussi beaucoup à la question de qu'est-ce que c'est qu'être une victime, à la vulnérabilité. C'est-à-dire que, ayant des enfants, je me dis, enfin voilà, évidemment, on les sensibilise, on les interpelle, nos enfants, sur faites attention, etc. Enfin, mais là, être drogué entre guillemets au cours d'un entretien d'embauche, ça veut dire en fait que la violence, elle peut survenir partout, n'importe quand, de n'importe qui, et que même en étant vigilant, voire hyper vigilant, en fait, on peut absolument pas se protéger de tout. Et c'est très dur d'accepter ça, en fait. Et c'est très dur d'accepter ça pour moi en tant que maman aussi. Au-delà de ça, ça m'amène à réfléchir plus largement sur la question des violences intrafamiliales ou des violences faites aux femmes, puisque il se trouve que j'ai aussi un passif par rapport à ça. J'ai été abusée dans mon enfance par un de mes frères et je n'ai jamais porté plainte. Et en fait, en regardant cette histoire aujourd'hui, je me dis, dans un cas, la police m'a retrouvée, m'a expliqué que j'étais une victime. Le chemin est long, n'a pas été évident ensuite pour trouver l'écoute, les ressorts nécessaires. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. J'ai beaucoup de colère aussi par rapport à cette histoire. Mais néanmoins, il va y avoir un procès et je vais être reconnue en tant que victime. Or, je n'ai jamais porté plainte contre mon frère. Et cette histoire familiale était connue. Donc voilà, tout ça, ça m'interpelle beaucoup. En fait, les réflexions que j'ai aujourd'hui, elles se situent là, dans cette zone-là, entre le passé et le présent, cette question de la vulnérabilité. Vous venez d'écouter le 112e épisode de Transfert. Cette histoire a été recueillie par Alexandre Kaufmann. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.